Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu as une histoire que tu veux raconter, envoie ton histoire à ce numéro WhatsApp. Cette vidéo, c'est pour jouer les histoires qu'on envoie sur le numéro WhatsApp. Donc, on fait des lives sur TikTok le mercredi, vendredi et dimanche à 20h00. Donc, installez-vous bien et on va commencer avec la première histoire. Mais avant, s'il vous plaît, likez la vidéo, laissez un commentaire. Dites-nous d'où vous écoutez cette vidéo. Et voilà. Si aussi vous avez vécu la même chose, signalez en commentaire. Partagez vos impressions en commentaire, s'il vous plaît. Donc, on écoute la première histoire. Bonjour à tous. L'histoire que je tiens à vous raconter, c'est une histoire vraie. Ça s'est passé l'année passée dans notre famille. Bon, j'avais mon cousin qui vivait au village avec sa copine, sa fiancée. Elle était même déjà enceinte. Ce n'était pas facile pour mon cousin. Il décide de venir à Yaoundé pour se chercher. Il vient même, c'est nous qui l'hébergeons. Il habite avec nous. Comme il connaissait conduire, il fait la rencontre d'une maman Bassa qui le prend. Donc la maman là avait beaucoup d'argent. Ses enfants ne restaient pas au pays. Donc elle vivait seule. Tous ses enfants n'étaient pas là. Elle dit à mon cousin que tu vas devenir, j'ai besoin d'un chauffeur et tout. Mon cousin accepte. Et mon cousin était très bien rémunéré pour un chauffeur ici au Cameroun. Nous, on connaît que les chauffeurs n'ont pas. Mon cousin était dans un salaire de 300 000 et il avait beaucoup d'avantages. C'était du genre qu'il a un petit problème. Il dit à la maman là donne l'argent. Donc la maman s'occupait déjà même de la grossesse de sa fiancée. C'est elle qui faisait les visites, c'est elle qui faisait tout. Donc mon cousin, franchement, sa vie avait changé. Il était très bien. Un jour, la maman la demande, dit à mon cousin que comme tu vois là, j'ai une activité que je vais lancer. Je vais faire venir les taxis, les voitures. On va transformer en taxi et c'est toi qui vas gérer. Elle dit que c'est beaucoup de taxis, donc je vais recruter. C'est toi qui vas gérer, tu vas superviser tout. Mon cousin est content. Oui, elle lui dit ça, mon cousin est content. Après quelques temps, mon cousin commence à tomber malade. On ne sait pas ce qu'il a. Il part à l'hôpital, il fait des examens, on ne voit rien. Et laissez-moi vous dire que c'est toujours la maman là qui finançait ces examens-là, qui finançait tout. Donc, hormis son salaire, donc elle finançait tout. Quand il a un petit problème, il dit que oh maman, on m'a demandé tel examen, je n'ai pas l'argent. Elle donne seulement l'argent, elle ne se plaignait pas, donc elle donnait toujours l'argent. Mon cousin, ça n'allait pas, ça allait de mal en pis jusqu'à ce qu'il est devenu aveugle, il ne voyait plus. C'est là où on décide d'aller chez un guérisseur, que l'affaire ci n'est plus simple. On part alors chez un bonbon. Le bonbon consulte mon cousin. Il dit à mon cousin que comme tu vois là, moi je ne peux plus rien faire pour toi. Tu es déjà vendu. Et la personne qui t'a vendu est même là. C'est une maman comme ça là. Elle est là. Elle me regarde les yeux dans les yeux. Elle est en train de boire. Je ne sais pas ce qu'elle boit dans une calebasse. Elle me regarde les yeux dans les yeux. Même le bon Boko a dit que depuis que je traite les gens, je n'ai jamais vu que la personne qui a tué, qui a le tueur, je n'ai jamais vu le tueur venir. Pendant que je suis en train de soigner, il vient au lieu que je soigne, il vient voir ce qui se passe. Il dit qu'elle est là, je ne peux plus rien faire pour toi. Ce que je peux seulement faire, c'est de gâter ton corps. Après, subitement, la maman là appelle mon cousin qui est malade. Elle appelle, les autres répondent. Elle dit que oui, comment il va? Ça ne va toujours pas. Attendez, ouais. Elle envoie encore 500 000. Elle fait le OM de 500 000. On est comme ça là, on est dépassé. Après, le guérisseur dit à mon cousin que, n'est-ce pas, elle t'avait dit qu'elle a un marché à faire, que c'est toi, elle va ouvrir les taxis, c'est toi qui vas gérer ça ici. Mon cousin dit que c'était alors dans le monde mystique. Donc, elle t'a vendu au con. Donc, ce qu'elle veut, c'est que tu meurs pour aller gérer les taxis là de l'autre côté. Donc, il dit à mon cousin que ce que je peux seulement faire pour toi maintenant, parce que tu es déjà parti, tu es déjà mort. Ce que je peux faire, c'est de gâter ton corps du genre. Quand tu meurs là, tu pars, tu ne vas pas travailler. Tu pars. Donc, le guérisseur a fait les traitements et tout. Dès que mon cousin est rentré, même pas 2 jours, il est mort. Il est décédé. On a enterré. Ça s'est bien passé. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous trouvez des employeurs, soyez méfiants.
Ne vous laissez pas emporter par l'argent du genre. Quelqu'un va te payer. Soyez méfiants parce que le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais, je vous dis. On ne sait même plus à qui faire confiance. Le dehors est mauvais. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Merci. Voilà. Quand vous travaillez chez les gens, il faut être méfiant. Il faut être méfiant. Et la méfiance, c'est quoi? C'est de prendre seulement ce que vous méritez. C'est-à-dire que si mon contrat stipule que voilà, je fais un service pendant une semaine, j'ai 100 000 francs. À la fin de la semaine, je prends mes 100 000 francs. Le reste ne me concerne pas. Maintenant, c'est à vous de voir. Avec le temps, il y a de la familiarité qui va s'installer avec le temps. Mais ça, c'est après plusieurs années et plusieurs temps d'observation. C'est pas genre, premier contact, là, on signe un contrat de 100 000 francs, je me paye à 150 000. Comment? Easy. C'est vrai, c'est tentant. On tombe parfois dans ça. Mais c'est dangereux aussi. C'est pas tout le monde qui veut te donner l'argent qui est aussi sorcier. Tu peux vouloir, il peut y avoir des gens qui sont voilà, bien intentionnés, ils veulent t'aider, te pousser. Mais derrière ça, il y a aussi des mauvaises personnes qui vont profiter de ça pour, à travers le plus qu'ils ont mis sur l'argent, là, vous attraper spirituellement. Donc, on va passer à la prochaine histoire. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je m'adresse à DMG TV, j'espère. Je veux vous raconter une histoire que j'ai vécue à l'internat chez les sœurs Sikh au Burkina Faso. Beaucoup de personnes vont me reconnaître et puis peut-être viendront témoigner, mais je veux passer sous anonyme en fait. C'était un soir, un vendredi soir, on avait fini d'étudier, j'étais en classe de 4e, on avait fini d'étudier, on a éteint les lumières, on a sonné la cloche et tout le monde s'est endormi, tout le monde s'est couché. Et moi, je suis une personne de nature, je me réveille très souvent au milieu de la nuit pour aller au petit coin en fait. Et comme pour aller au petit coin, il faut descendre par des escaliers, passer. On dormait au 2e, donc il fallait descendre par les escaliers et puis aller aux toilettes. Ce jour-là, en voulant descendre, j'ai réveillé ma cochambrière, je lui ai dit de venir, on allait descendre se soulager. Elle m'a dit, je dis d'accord, pardon. Je suis descendue seule. Je suis allée, j'ai fini de me soulager. Je me lève, je sors des douches et j'entends des pas comme si c'était un cheval qui était en train de courir. À un certain moment, j'entends, c'est comme si c'était en fait une horde de chevaux qui était en train de courir, mais vers ma direction en fait. Je me suis mise à courir. Comme ça, instinctivement, je me suis mise à courir et j'ai pris la tangente vers les dortoirs du premier cycle en fait. En courant, à un certain moment, c'était comme si j'entendais encore les pas devant moi qui couraient encore vers moi. C'est comme s'il y a d'autres qui couraient vers moi et d'autres derrière moi. Et j'entends mon prénom, j'entends quelqu'un qui appelle mon prénom. La personne appelle mon prénom et il dit, aujourd'hui tu vas nous connaître. J'ai tellement eu la peur de ma vie que j'ai traversé le milieu de la cour. J'ai couru vers, en fait, le dortoir des 3e, puisque le dortoir des 3e, c'était en bas, carrément en bas, dans l'enceinte de la cour de l'internat, pour leur permettre de se lever à un certain moment pour étudier. Puisque c'était vers l'approche des examens, vers les vacances en fait. J'ai couru, j'ai fait tout mon possible pour atteindre leur dortoir. Et à un certain moment, quelque chose m'a dit, retourne-toi. Quand je me suis retournée, DMG, je te jure sur tout ce qui m'est très cher. Quand je me suis retournée, j'ai vu une personne, mi-homme, mi-cheval, de couleur dorée, qui brillait comme du feu,
qui était en train de courir, qui était en train de, en fait, qui fonçait sur moi. J'ai trébuché. Quand j'ai trébuché, je suis allée tomber sur la terrasse des troisièmes. Et par chance, il y avait une qui ne dormait pas. C'est elle qui a ouvert la porte et qui m'a tiré par mon habit. Et je me rappelle que mon habit s'est déchiré sans que je ne me rende compte même que mon habit était déchiré. Elle a refermé la porte. Quand elle a refermé la porte, tout le monde s'est levé parce que la porte, en fait, elle a refermé avec force et ça a claqué vraiment, la porte a claqué. Et après, on a entendu, en fait, les pas, on entend les pas autour de leur dortoir. Les pas, ça tourne, ça tourne, ça tourne. À un certain moment, ça tape de partout, ça tape les fenêtres, ça tape la porte, ça tape de partout. Sors, sors, on a besoin de toi, sors, sors. Taper, 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 taper. Moi, j'ai tremblé comme ça. Je tremblais comme une feuille. Je ne savais vraiment pas si je pouvais, en fait, respirer encore. Il fallait qu'elle me dise respire, respire. Elles-mêmes, elles avaient très peur. Et le lendemain, je me rappelle très bien, je me suis réveillée très malade, avec le corps très très chaud. Je ne pouvais même pas ouvrir les yeux. Tout me faisait mal. Les sœurs m'ont prise, elles m'ont amenée à l'infirmerie. Elles ont fait des séances de prière et autres. Elles ont tourné, elles ont tout fait. Elles ont désenvoûté. Apparemment, elles ont mis de l'huile bénite, de l'eau bénite. Elles se sont promenées dans toute la concession. Elles ont mis les onctions bénites. Elles ont appelé un prêtre exorciste qui est venu, qui a fait ça, qui a dit que non, en fait, ils m'ont remarqué. Ils ont remarqué que j'avais l'habitude de descendre, me soulager. Mais cette fois-ci, je suis descendue en la présence de leur chef. Et leur chef a réclamé qu'il me retrouve, qu'il m'attrape. Raison pour laquelle il voulait coûte que coûte m'attraper. Et je n'ai même pas fait, en fait, je n'ai pas fait 24 heures là-bas. Ils m'ont fait rentrer en famille à la maison. J'ai fait presque 1 mois à la maison. Et après, je suis repartie juste pour les compositions. Je partais composer le matin. Et le soir, on me ramenait à la maison. Jusqu'à la fin des compos. Et on est rentré. Après, c'était la fin d'année et autres. Et c'était fini. On est rentré. Après, c'était les examens. Les gars ont fait leur bac et leur BPC et leur bac. Ils sont rentrés. Bon, chaque année, c'était vraiment du 100% chez nous. Et c'est quelque chose qui m'a tellement choquée. C'est quelque chose qui m'a tellement... En fait, j'ai souffert. C'est comme si... Les gens me parlent, je suis assise comme ça sur le cou. Je ne vois personne. Je n'entends plus personne. J'ai fait presque 1 semaine. Quand on me parle, je n'entends pas. J'étais perdue comme ça. Je ne savais même pas ce qui se passait autour de moi. C'est après les prières et autres, à la paroisse de l'église, non loin de la cour familiale, à chaque fois, je partais pour les séances de prière et autres, que c'est passé. Et puis, j'ai vraiment eu la paix. Et puis, vraiment, ça a commencé à aller. L'année qui a suivi, mon père a dit, bon, tu vas repartir. J'ai dit, non, je ne repars plus là-bas. Et je suis restée, j'ai étudié dehors jusqu'à l'université. J'ai fini. Il y a plusieurs fois, il y a eu des retrouvailles d'anciennes de l'internat là. Mais je ne suis jamais partie. À la limite, je donne ma contribution, mais je ne suis jamais, au grand jamais, repartie là-bas. Je n'ai plus mis les pieds là-bas parce que j'ai une peur bleue. Vraiment, même quand je parle de l'internat là, c'était vraiment l'expérience la plus horrible et la plus vraiment effrayante de toute ma vie. Donc, j'ai déjà reçu plusieurs histoires comme ça.
les internats, pas seulement au Cameroun, voilà, le Togo, voilà, il y a eu le Bénin, il y a eu le Gabon et tout. Finalement, on ne sait même plus ce qu'il faut faire. Tu as un enfant qui est un peu délinquant, là, tu veux l'envoyer, le redresser, il peut rentrer avec un esprit terrible. On envoie finalement l'enfant où? Mon enfant, dès qu'il a 5 ans, il part en formation militaire une fois, il part sur le militaire une fois. C'est pas les trucs, il peut le temps à perdre. Ça! Donc, on va continuer. Avant, laissez un like. Likez la vidéo s'il vous plaît. Likez. Hey, ça ne coûte rien. Ok, mon frère. Like seulement la vidéo. Il y a un petit pouce là. Tu cliques dessus. Laisse un commentaire. Si tu aimes bien le concept, tu laisses un commentaire pour nous encourager. On ne demande pas l'argent. Pas encore. C'est chaud, hein, ça va parler. Bref, laissez un like, laissez un commentaire, partagez si vous pouvez. Prochaine histoire. Alors, l'autre histoire que je vais vous raconter, c'est ça s'est passé toujours ici à Lubumbashi, mais c'est quand même une histoire qui est relativement longue. C'est l'histoire de deux jeunes garçons que je vais appeler Jean et Joseph. Comme on les appelle ici, c'est des ambianceurs, donc les gens qui sortent la nuit dans les boîtes de nuit et tout. Alors, ils se prennent un rendez-vous, ils vont en boîte, une boîte qui est très connue ici à Lubumbashi d'ailleurs. Et c'est arrivé dans la boîte de nuit qu'ils voient deux jeunes dames qui entrent dans la boîte et tout, qui sont présentables, qui sont fraîches. Alors les gars ils se disent, bon on est deux, on est seuls, elles sont deux, elles sont seules. Le plus simple c'est de les inviter à notre table. Les gars ils invitent les deux dames à leur table. La soirée se passe super bien, bien arrosée, tout est frais, tout est carré. Alors, quand les deux dames décident de partir, les deux jeunes hommes aussi se disent, non on va vous raccompagner. Alors pendant qu'on les raccompagne, les deux compères ne s'entendent pas sur la manière de gérer la situation. Donc, le premier dit à son ami que non mon cher, bon comme toi tu n'es pas chaud avec le mouvement, moi je vais te déposer à la maison, chez toi, et puis je continue avec les deux dames. Le gars dépose son ami chez lui, et il continue avec les deux dames. L'une des deux dames aussi décide d'être déposée pour qu'elle rentre chez elle. Elles étaient d'accord, tout le monde était d'accord en tout cas. Donc il reste dans le véhicule un des gars et une des dames. Alors ce qui se passe, c'est que comme le gars était super motivé, la dame lui dit on peut aller chez moi, comme ça tu vas te reposer et tout. Bref, un message subtil quoi. Le gars il comprend le signal, il dit il n'y a pas de souci. Le gars explique qu'il arrive devant chez la dame, il y a même une sentinelle qui ouvre le portail. Le gars fait entrer son véhicule, il le gare, ils entrent dans la maison, tout est propre, tout est carré. Elle lui dit non, ne fais pas beaucoup de bruit, mes enfants dorment déjà. Bon, bien entendu, j'ai oublié de préciser que les deux dames en question, c'est un peu âgé quoi, un peu mature, donc la quarantaine autour de ça quoi. Alors, le gars il se met à l'aise dans la chambre de la dame, et puis la dame le rejoint dans la chambre après avoir vérifié que les enfants sont en sécurité, ils dorment et tout. Le couple en question, ils font leurs affaires dans la chambre. Et puis, le matin se lève. Le matin, le gars dans son témoignage dit qu'il entendait dans la maison, vous voyez le matin, le bruit des enfants dans la maison, qui doivent aller à l'école et tout. C'était mouvementé. Donc lui se disait, la dame est sortie, s'occuper des enfants et tout, les enfants vont partir. À un moment, le bruit cesse, entre guillemets, le gars comprend que les enfants sont partis à l'école et la dame revient dans la chambre pour lui dire non, tu peux prendre ta douche, tu te mets à l'aise, comme ça je fais ton petit déj et puis tu vas partir. Le gars il attend encore dans la chambre de la dame. La dame prend du temps, le gars il commence à se dire mais attends, moi je dois partir et tout. Le gars à l'instant où il se lève, genre torse nu avec sa petite culotte tranquille, à l'instant où il ouvre la porte de la chambre pour sortir et voir ce qui se passe, il se rend compte qu'il est au milieu du cimetière. Et c'est un cimetière de la ville. En plein centre-ville, ici à Lubumbashi, il y a un cimetière. C'est un très vieux cimetière il a même été décidé qu'on n'allait plus enterrer des gens là-bas parce que l'espace était comblé. Le gars est au milieu du cimetière et il n'en revenait pas. Il était tellement sous le choc qu'il a vu quelqu'un passer sous l'avenue qui passe devant le cimetière, qu'il a couru vers le monsieur pour lui expliquer sa situation. Le monsieur, en le voyant, humainement, je passe sur la route tranquillement et au niveau du cimetière, je vois quelqu'un sortir du cimetière pour m'interpeller. Le premier réflexe, le monsieur se met à courir, le jeune lui court après.
pour lui expliquer un peu ce qu'il a vécu. Et le monsieur a couru à une longue distance, le temps que le jeune arrive là où il y avait le monsieur avec un autre attroupement des motards. Il y avait comme un parking des motards, là, les mototaxis. À l'instant où le monsieur, le jeune plutôt, touche un des motards pour l'interpeller, pour dire voilà ce qui m'arrive, à peine il le touche, le gars tombe et perd connaissance. Le jeune a fait exactement 6 mois dans le coma. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. Sa famille a commencé à faire des enquêtes et c'est son ami qui a révélé qu'en fait, moi j'étais avec lui hier, on a chillé, c'était tranquille et il est reparti avec une dame. Moi je ne sais pas ce qui s'est passé après. Et le gars, c'est au bout des 6 mois de coma. Ça, c'est sans oublier que le gars avait son véhicule garé au milieu du cimetière. Parce que même son véhicule qu'il pensait avoir garé dans une parcelle était aussi au milieu du cimetière. Et c'est la famille du jeune homme qui a dû payer une grue et payer des amendes à la mairie pour avoir l'autorisation de retirer le véhicule du cimetière. Et c'est quand le gars se réveille après 6 mois de coma qu'il explique ce qu'il a vécu. Et depuis ce jour-là, ce gars-là, même dans un bar, dans une terrasse, vous n'allez pas le convaincre d'y aller. La seule destination qu'il connaît, c'est l'église. Donc, je pense que c'est aussi une leçon qu'on peut tirer. Bon, cette histoire m'est revenue. J'ai suivi une de vos vidéos, bien sûr, que j'ai suivi dernièrement où il y avait un témoignage dans le même genre avec un de mes compatriotes de Colosie. C'est le genre de truc qui arrive assez souvent, mais ça sert toujours de leçon de pas trop s'ambiancer quand on sort en boîte. C'est vrai qu'on va pour chiller, mais il faut chiller avec les gens qu'on connaît. Et puis quand on a notre dose, on rentre à la maison paisiblement et avec la paix sur le cœur. Donc, on va passer à la prochaine histoire. Coucou, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, j'ai découvert votre émission il y a 2-3 jours de cela et ça m'a rappelé une histoire que j'ai vécue. Donc on va retourner 5-6 ans en arrière. J'étais en séparation avec mon ex, donc du coup j'ai quitté la maison où on vivait, c'était en région parisienne, pour retourner en province chez ma sœur. Donc on avait une petite fille dont le temps elle devait avoir 6 ans. Et donc mon ex m'a traduit au tribunal pour la garde exclusive de notre fille. Et sachant que j'avais pas de domicile en ce moment, j'étais hébergée, c'était tellement difficile. Il fallait absolument avoir un domicile, sinon j'allais perdre mon enfant, j'allais perdre sa garde du coup. J'ai fait une demande de logement social et ça m'a été accordé quelques mois après. Donc on m'a donné l'adresse du logement pour aller visiter, c'était un appartement. C'était au 4e étage d'un immeuble, au 4e étage dernier, sans ascenseur. Et donc moi j'ai pas vraiment... J'ai tiqué quand j'ai vu sans ascenseur parce que c'est difficile tu es seul avec un enfant et tu es au 4e étage sans ascenseur. Quand tu vas faire les courses, comment ça va se passer et tout. Mais bon, ce jour-là, ma mère m'a accompagnée pour faire la visite. On a visité, j'ai vu la dame qui quittait le logement. Elle m'a dit, oui, le quartier est bien et tout. Même s'il n'y a pas d'ascenseur, c'est bien. Bon, elle m'a parlé du logement, en gros. Et il y a un ami de ma grande sœur aussi, un camionneur au passage, qui m'a confirmé, oui, mais même si c'est sans ascenseur, faut accepter parce que le quartier est bien et en même temps tu n'as pas le choix. Donc j'avais vraiment pas le choix, donc j'ai accepté de signer le contrat de bail et voilà, j'ai emménagé. Quelque temps après, j'ai eu la visite des gens du tribunal et j'ai gagné le procès. Dieu merci, grâce en partie à ce logement, j'ai pu garder ma fille jusqu'à présent. Donc on était là tranquille. Mais quelques années, 2 ans après, 2-3 ans après, j'ai commencé à faire des rêves bizarres, où je dors, je sens une présence. Et on va dire que les chambres sont communicantes, c'est-à-dire que moi, de ma chambre, il y a une porte qui mène à la chambre de ma fille. Donc quand elle dort, j'ouvre la porte, je suis couchée, j'ai placé mon lit de telle sorte de la voir couchée. Donc quand je suis couchée la nuit, elle, je la vois directement. Et elle, sa chambre, il y a une porte qui mène au salon. Donc les pièces étaient vraiment communicantes. Et c'est comme si cette chose quitte directement du salon, traverse la chambre de ma fille et vient vers moi. Et c'est une silhouette, je voyais que le torse. Et c'était un torse masculin, avec une chemise, avec des boutons, genre beige, de couleur beige. Et je voyais vraiment le torse, je voyais pas le visage, je voyais pas le reste du corps. C'est comme si la tête était comme une fumée. Vous voyez les flammes, voilà, une flamme, la fumée, le brouillard, voilà. C'était flou,
gris. Et les pieds aussi venaient flous. Le truc s'est déplacé comme ça. On voit le torse entouré du brouillard comme ça. Et à chaque fois que ça s'approche de moi, je me réveille. Je ne sais pas pourquoi je me réveille. Ça me faisait ça au moins plusieurs fois dans la semaine. Et quand je me réveille, moi, je n'étais pas vraiment, je suis vraiment chrétienne, je crois, mais je priais pas beaucoup. Donc, mais je suis tellement dure que quand je me réveille, je commence à parler seule. Je commence à insulter le truc pour dire que j'ai pas peur de toi, qu'est-ce que tu me veux? C'est comme ça que je faisais. Et ça, à chaque fois, ça n'arrivait jamais à m'atteindre, ça se retournait. Et quelques temps après, j'ai une amie qui a eu des difficultés, donc elle emménageait avec moi, je l'ai hébergée. Et je racontais vraiment ça à mes proches, qu'il y a des choses, il y a un truc qui me dérange la nuit. Sans vraiment considérer, je racontais comme ça. Donc quasiment tout le monde savait que je vivais ça. Et mon amie, elle, je lui ai dit ça. Donc quand je dors, des fois, elle me disait que je parlais seule. Parce qu'on dormait dans le même lit. Donc elle me disait, oui, toi tu parles seule la nuit. Je lui ai dit que quand je parle seule, c'est pas parce que je parle seule. Hein. C'est parce que cette chose-là vient vers moi. Donc je parle aussi pour l'insulter, pour l'effrayer. Et des fois, quand je vivais seule, ça venait, je me levais et je me promenais dans toute la maison pour parler seule, pour prodiguer des paroles au fait, pour dire que moi je suis enfant de Dieu, tout ça, que j'ai pas peur. Et je repartais me coucher comme ça. Donc elle, je lui disais ça tout le temps. Elle voyait ce que je parlais seule, mais elle considérait pas. Jusqu'au jour où un jour, elle et moi on est couchés, on dort, je vois encore la chose arriver vers nous. Parce que moi je dormais, elle dormait contre le mur, moi je dormais au bord. Donc ça me trouvait avant de elle la trouver. Donc je voyais encore la chose arriver vers nous. Mais, chose bizarre, on a fait le même rêve au même moment. Mais moi, tellement j'ai l'habitude de voir cette chose, cette fois-ci, je n'ai pas parlé, je l'attendais seulement arriver. J'attendais que ça arrive vers moi. Et au même moment, elle me tape et elle dit mon nom. Je le vois. Elle se réveille en sursaut et en même temps, je me suis réveillée. Je lui ai dit, tu as vu? Quand je te disais que je voyais quelque chose, tu vois? Elle dit oui, que j'ai vu aussi. Je dis, j'ai vu. Donc, le lendemain, ça m'a dit, je me suis dit, mais si ma copine a vu, c'est bizarre, il faut que je pose la question à ma fille aussi. Donc la petite, je lui demande, qu'est-ce qui se passe quand tu dors? Est-ce que tu dors bien? Elle me dit, non maman, je vois quelque chose. Je vois quelque chose aussi dans ma chambre qui passe. Donc ça m'a fait vraiment peur. Cette fois-ci, j'ai vraiment considéré ça. Et j'ai expliqué ça à un homme de Dieu, mon pasteur. Et il m'a dit, bon, comme toi tu n'es pas à Paris, un jour, on a fixé une date, il est arrivé avec 2 personnes et on a prié dans la maison, on a vraiment prié dans la maison. Et après, c'est passé. Et en même temps, j'ai demandé aussi à un autre pasteur qui est dans la famille de ma soeur. Il m'a dit, oui, il y a quelqu'un qui vivait là-bas. C'est la personne qui erre là-bas. Il dit, mais moi, j'ai vu l'ancienne dame qui habitait là-bas. C'est une grande mère avec ses petits-enfants. Il dit, non, que ça vient de très loin. C'est pas maintenant, depuis très longtemps. C'est quelque chose qui est dans la maison. Et je vous dis que cette maison-là, ça me rendait lourde. Quand la semaine commence, je dis que je me fixe des objectifs. Je dis, bon, aujourd'hui, je vais déposer des CV, je fais ça. Je dors jusqu'au moment où je me réveille. Je me rends compte, on est vendredi, on est jeudi soir. C'est comme ça que j'ai fait des années à ne rien faire. Je dépose des CV, on me prend en stage, on m'apprécie bien, mais on me laisse. Je vous dis que j'ai perdu au moins 1200, 1300 euros dans l'histoire de passer le permis. J'ai fait mon code a marché. Mais pour me lever, pour aller faire les heures de conduite, je suis lourde. Mon rendez-vous pour faire la conduite arrive, pardon. Par exemple, j'ai rendez-vous à 15h, j'ai plus envie, à 14h30, j'ai plus envie de me lever. J'ai perdu assez de temps dans cette maison jusqu'à ce que je me marie et je déménage. Aujourd'hui, j'ai déménagé. Dieu merci, je travaille à mon compte, j'ai mon entreprise. Je conduis. Je suis à l'aise. Les cauchemars se sont arrêtés. Ma fille va bien. Pour vous dire tout simplement que quand vous emménagez dans une maison, il faut vraiment considérer le fait de prier dans la maison, d'enlever les mauvaises ondes. Parce que moi, vraiment, j'étais pressée d'emménager. J'étais tellement stressée par l'histoire du tribunal que j'ai accepté la maison sans vraiment calculer tout ça, prier, libérer la maison de mauvaises ondes. Et voilà ce qu'on a traversé, quoi. Donc, c'est pour vous dire de vraiment prier. Quand vous achetez une maison, mais quand vous emménagez dans une nouvelle maison, de prier. C'est vraiment très, très important parce que vraiment, je ne sais pas ce que cette chose allait me faire si je ne me réveillais pas à temps avant que ça ne m'atteigne. Pour la prochaine histoire, c'est une maman qui fait l'amour avec son enfant. Apparemment, les deux sont dans une secte. Donc, je vais vous demander d'écouter attentivement. Voilà. Ma deuxième histoire que je vais raconter, ça concerne, il s'agit d'une
d'un jeune homme qui était dans une secte avec sa maman, toujours dans la région de la Damara, plus précisément dans la ville de Yaoundé. Il s'agissait d'un jeune homme originaire des Bamboutos. Il vivait avec une fille, il était vraiment riche. Il vivait avec une fille avec qui il avait doté. Avec une fille, il a doté la fille, il vivait avec la fille. Il constatait curieusement, constamment, que quand sa belle-mère venait à la maison, elle était tout en train de partir avec son fils dans la chambre. Elle faisait que partir avec son mari dans la chambre. Un jour, elle s'interrogeait. Un jour, elle a dit qu'elle va aller regarder ce que son fils ne fait que faire avec sa maman dans la chambre. Arrivée, elle a guetté. Elle a constaté que son mari était en plein débat sexuel avec sa maman. Elle a dit. Elle a guetté, mais elle n'a pas réagi. Elle a vu, mais elle n'a pas réagi. Elle est restée silencieuse. Voilà, maintenant, dans leur loge, la maman était la grande. Elle était au-dessus de son fils. Dans la loge, il fallait que la maman donne, pas la maman, l'enfant donne quelqu'un. Et il fallait qu'il donne sa maman. Son maman, ils se sont discutés que non, tu ne peux pas me donner, tu ne peux pas me livrer. Tu ne peux pas me livrer. La maman dit aussi que, le fils dit que maman, si je ne te donne pas, c'est que c'est moi qui vais partir. Il n'a plus rien dit. Il a donné sa maman est décédée. Sa maman, avant de mourir, a dit tu vas voir. C'est donc comme ça qu'il prenait la route du Grand Nord. C'était à Garoua qu'il partait avec sa moto. C'est comme ça qu'il percute un poteau électrique qui meurt sur place. Et avant ça, il avait dit à la femme, en fait, sa fiancée, ils avaient le projet de se marier. Voilà, maintenant, lors de l'enterrement, la fille, toute dévastée et tout, elle était en pleurs. Elle prend une bague, une alliance, elle met sur le corps de son mari, que tu avais prévu me marier et tout, Voilà, maintenant tu penses qu'il va me marier, tu penses qu'il va me marier et tout. Voilà, maintenant, comme elle a mis comme ça, on a enterré, elle a scellé sa part de mort, quoi, comme on dit souvent là. Aujourd'hui, elle est dans la ville, elle gère juste les biens de son mari, elle ne s'est plus mariée, elle gère juste les enfants. Physiquement, elle ne ressemble pratiquement à rien. Parfois, tu la revois en route. Elle a comme si de rien n'était, mais comme sa tête ne tenait plus, en fait. Donc, en fait, on va dire que l'histoire est... En tout cas, dis-moi ce que vous pensez en commentaire, parce que moi là, c'est flou. Je suis en train d'imaginer comment une maman peut coucher avec son fils. Bref, le dehors aussi n'est pas pour tout le monde apparemment. Les gens comme les nous comme ça. Sinon, écoutons l'autre histoire ci là. Il a mis un serpent dans les fesses de sa femme. Ok, allons-y. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de ma cousine directe. Ma cousine vivait à Baïgum avec sa mère et c'était vraiment une fille calme, posée. Donc, j'ai des filles très croyantes parce qu'on est les musulmans en fait. Elle était très très croyante. Bon, elle sortait avec un gars. Bon, c'était pour le mariage en fait, mais sa mère n'était pas d'accord. Alors, un jour, il y a un monsieur qui l'a dragué, toujours un maman qui l'a dragué. Et le monsieur était tellement riche. En fait. Bon, le monsieur est venu voir ses parents. On a dit qu'on devait faire le mariage, tel mois. Bon, on a accepté, tout. On a organisé le mariage. On a fait le mariage. Et quand on a fini de faire le mariage, on est allé laisser ma cousine chez son mari. Quand on est allé laisser ma cousine chez son mari, bon, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que le jour de son mariage, il y avait les amis de son mari qui étaient habillés un genre. Et qui faisaient avec l'argent comme si c'était les papiers en fait. Et le soir maintenant, ma soeur commence à saigner. Donc à saigner jusqu'à son mari l'a enfermée dans la chambre. Et on a dit que ça va aller en fait. Bon, moi j'ai dit à ma mère que
l'histoire s'y n'est pas simple en fait. C'est là qu'on est allé laisser ma cousine chez son mari. Et quand on est allé laisser ma cousine chez son mari l'a amenée en Guinée. Et quand ma cousine est arrivée en Guinée, puisque c'était une fille donc c'était une très bonne croyante, on ne voyait même pas ses cheveux dehors. Et quand ma cousine est maintenant arrivée avec son mari en Guinée, son mari a commencé à l'amener en boîte de nuit. Donc, fait en sorte que ma cousine commence à porter les mini, les longues greffes, tout ça. Après, maintenant, à chaque fois que ma cousine tombait enceinte, la grossesse sortait, elle ne comprenait rien. À chaque fois qu'elle disait à son mari qu'elle est enceinte, la grossesse sort. C'est là maintenant qu'un jour elle a appelé son père, elle a dit papa voilà c'est comme ça, à chaque fois que je tombe enceinte, mon mari n'est pas content, après la grossesse sort. C'est là maintenant que son père a dit que je vais faire les prières pour toi. Et là-bas dans la maison de son mari, il y avait une chambre dont son mari avait dit que ce sont les bagages de sa petite sœur qui est là-bas. Parce que sa petite sœur vivait en Guinée. Et en voyageant, elle a laissé ses affaires puisqu'elle avait déménagé. C'est là maintenant que ma cousine trouve ça un peu étrange en fait. Un jour maintenant, son mari est allé au travail et elle a ouvert la chambre pour entrer dedans. Et c'est là qu'elle se rend compte que en fait, il n'y a pas les affaires dedans, c'est plutôt les serpents dedans. Elle a crié, elle a appelé son mari, elle a expliqué les choses à son mari en fait. Et depuis le jour-là, son mari n'est pas rentré à la maison. Ma grande sœur, ma cousine a ramassé ses choses. Elle voulait voyager pour rentrer ici au Cameroun parce que les gens disaient que son mari n'était pas simple. Mais on ne croyait pas. En fait. Et pourtant, le problème c'est que quand ma cousine tombait enceinte, la grossesse sortait, son mari avait mis le serpent sur son ventre. Donc, ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'elle tombe enceinte, l'enfant sort. À chaque fois qu'elle tombe enceinte, l'enfant sort. C'est là maintenant que son mari a dit que sa femme ne rentre pas au village, que c'est sa femme, tout. Bon, le père de ma cousine a fait en sorte que ma cousine rentre au village. Et quand elle est rentrée au village, maintenant, son père a fait l'appel aux gens qu'on vienne faire la prière parce qu'elle ne faisait que pleurer son ventre et il y avait les trucs qui sortaient sur elle. On ne comprenait pas. Elle pleurait. Après, maintenant, on a fait les prières, ça s'est calmé. C'est là qu'on a appelé il y a les gens qui font souvent les prières sur la télé là, qui font souvent la publicité. On les a appelés, elles sont venues. On a fait les prières et avec toute la famille. Et quand on a fini de faire la prière, on a vu un gros serpent sortir sur son ventre. Et elle saignait. Et depuis le jour là maintenant, ma cousine est devenue un genre. Donc elle n'était plus comme avant. Elle a commencé à suivre les pasteurs. À chaque fois qu'on partait l'arrêter, on la ramène à la maison. De temps en temps, elle fuit encore. Elle n'est pas restée chez les pasteurs. Les églises réveillées, c'est là-bas qu'elle partait rester en fait. Donc là maintenant, un jour on a fait la prière, tout. Donc elle avait un peu retrouvé son esprit, tout. Après maintenant, elle a rencontré un homme. Elle est tombée enceinte du gars. Le gars a fait le mariage. Elle a accouché son petit garçon. Et quand elle a accouché son petit garçon, le pasteur qui était venu pour aider à la soigner, le pasteur commence à faire des choses. Donc, je sais pas en fait. Ma cousine a encore commencé. Donc, elle était comme une folle en fait. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où est ma cousine. On ne sait pas ce qui l'est arrivé. On ne sait pas si elle mange ou elle est morte quelque part. On ne sait pas. On l'a cherchée partout. Elle a fui la maison de son mari. Elle est allée dans les églises réveillées. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où est ma cousine. On l'a cherchée. On a même lancé les trucs sur la télé, ses photos. On a publié ses photos. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où est ma cousine vraiment. Donc, c'est l'histoire de ma cousine que je voulais vraiment vous rencontrer en fait. Parce que il y a les matins ici dehors.
les matins qui aiment trop l'argent. Un homme vient draguer ta femme, tu ne sais même pas qui il est, comment il est. Les gens te disent que non, ce monsieur n'est pas simple, tu ne crois pas parce que tu as vu l'argent. Donc, les matins doivent faire attention. Vraiment, le dehors n'est pas bien. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve ma cousine. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an qu'elle a fui. On ne sait pas où elle se trouve. On ne sait même pas si elle mange ou pas. On ne sait pas comment elle se sent. On ne sait pas où elle est allée. On a déjà cherché ma cousine jusqu'à... On ne sait vraiment pas. Vraiment, c'est mon histoire. Donc, c'est un peu ça. Et parfois, à cause de l'argent, on envoie nos enfants dans des foyers qui ne sont pas sains. Et après, ce qui suit. Hein. Donc, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. C'est pas aussi aujourd'hui que ça va s'arrêter. Mais avec beaucoup d'espoir. Soyons seulement vigilants parce que le dehors, il y a sale. Et ça va seulement aller de mal en pire. Pour l'instant, là, il n'y a rien à faire. On va seulement... Tout ce qu'on peut faire, c'est sauver ce qui peut être sauvé. C'est tout. Likez la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît seulement. Hein? S'il vous plaît. Please. Like this video and then let's go viral. Donc, allons-y. Bonjour DMG. En fait, je voulais rencontrer l'histoire d'un ami qui était vraiment mon meilleur ami et tout. Il y avait une femme qui était dans une autre province de Goma, de Goma. Et là-bas, la femme en question, on la connaissait. Genre, elle draguait des hommes et tout. Quand il vous drague, il a la capacité de payer même l'hôtel. Il paye l'hôtel et tout, vous entrez, vous faites vos trucs et tout. À la fin, il vous libère quelque chose. Et maintenant, avec la femme en question, ces jeux étaient que quand vous finissez, elle prenait sa mouchoir, elle vous essuie votre sexe et tout qu'on sort. En essuyant, et il prenait cette mouchoir et il partait avec. Maintenant, elle faisait au moins 4-5 fois par jour et tout qu'on sort. Et il y a eu un moment, elle commençait même à coopérer avec les gérants des hôtels. Avec les gérants des hôtels, et ils coopèrent avec vous à la fin de la journée. Et quand vous entrez dans des hôtels, dans des chambres, de papier que les gens utilisent, le papier, le préservatif, ils gardaient ça. Et quand la dame venait, ils vendaient pour la dame, ils donnaient quelque chose. Et à la fin et tout, la dame a quitté là où était dans cette province-là et elle est venue là où maintenant nous on était, à Kisangani. En étant là-bas, il est tombé sur mon ami. Elle a craqué sur mon ami et tout. Elles ont commencé à sortir ensemble. En sortant ensemble, vraiment, la femme était fou amoureuse de mon ami. Maintenant, les personnes qui connaissaient cette dame, qui venait dans cette province-là que la dame était, ils sont venus chez nous pour nous dire que, mais vous voyez pas que votre ami, il sort avec cette dame-là, on la connaissait, regarde, elle faisait ça, ce que je viens de dire tout à l'heure, elle faisait ça. Ce sont eux qui nous ont expliqué pour savoir ce que la dame-là faisait dans la province dont elle était. Et je viens chez mon ami, je l'ai dit, mon frère, regarde, on m'a dit ça. Oh non, vous êtes mes jaloux et tout qu'on sort. Parce que vous voyez, il m'achète vraiment, le gars était gâté. Il achetait de fringues, des t-shirts, vraiment de jolis téléphones et tout qu'on sort. Et quand ça demande de faire de boum, vraiment il y a la bière à gogo, il y a la bouffe et tout qu'on sort. Il y avait vraiment beaucoup de trucs et tout. Il dépensait pour l'ami des 500 balles, de 1000, de 2000, de 5000. Vraiment le gars était vraiment gâté. Il pensait même d'acheter pour notre ami un vrai bagnole. Parce que mon gars était DJ, il le connaissait partout et tout. Et voilà maintenant, il y a un jour, le gars est entré dans la douche pour aller se soulager. En arrivant là-bas, elle regardait le miroir, il a vu quelqu'un derrière lui. Il était habillé en costume et tout qu'on sort, derrière lui. Mais il tourne, il voit personne. Il regarde dans le miroir, il voit un gars qui est là derrière lui. Il a couru vers moi pour me dire que mon cher, j'ai vu ça. Et directement, il a expliqué aussi à la dame, à sa femme, à sa copine genre. En expliquant à sa copine, et il a fui
Et la copine s'est levée, il est entré dans la douche de femme. Directement, j'ai eu cette curiosité, moi aussi je me suis levé, je l'avais suivi. Maintenant, entre la douche de femme et des hommes, il y a un mur qui est là au milieu. Je suis entré, j'ai mis mon oreille sur le mur pour écouter ce qui s'est passé, tout consort. J'ai fait semblant comme j'étais en train de me soulager. Et j'écoutais la femme parler et tout, mais j'écoutais la voix de personne. Il y avait qui le parlait, non, je l'aime et tout consort. Quelques secondes après, le courant est parti. J'ai fui mon frère, j'ai même pas regardé derrière. J'ai couru jusqu'à la salle là où il y avait le show et tout consort. Le gars me dit, mon ami me dit, mais c'est quoi? J'ai dit, mon frère, le courant est parti, mon frère, je sais pas ce que je faisais. Et en restant comme ça, on s'est amusé et tout consort. Nous sommes rentrés le matin. Moi, j'appelle mon ami, j'ai dit, mon frère, regarde ce qu'on a écouté par rapport à cette dame, ce qu'elle a fait dans notre province. Il sortait avec le gars, il donnait l'argent, il prenait le sperme du gars, des préservatifs, il partait avec et tout. C'est selon ses amis femmes qui étaient avec elle là-bas. Donc on la connaissait, c'est pour cela qu'elle avait changé de province pour être ici. Mais seulement qu'elle a craqué pour toi. Oh, ok. Je vais voir, je vais la quitter, mais moi je vois comme si vous êtes de mes jaloux et tout, consort et tout, c'est pas, mais tu vas me donner de l'argent derrière, elle m'a promis la voiture et tout, consort. Et ils ont fait presque un mois. Et l'autre jour, mon ami est entré, nous sommes allés boire, et mon ami est entré il est allé se soulager. On écoute un cri, il crie, on entend comme ça, je trouve mon ami par terre. Mon ami par terre, s'appelle la sécurité. On a pris mon ami, nous sommes allés avec mon ami chez eux à la maison. Leur papa nous a chassés. Leur papa a dit, j'ai pas besoin de vous voir chez moi parce que le gars, il était têtu, il n'écoutait pas. Nous sommes allés directement à l'hôpital. Et le gars ne parle pas. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, mais souvent la nuit, il avait l'habitude de crier que non, si je savais pas, pardon, laisse-moi, je savais pas que c'était sa femme et tout comme ça. Et le gars ne parle plus. 5e jour, le gars maintenant voulait s'exprimer. Le pasteur sont venus, ils ont prié. Le gars voulait maintenant parler et la voix ne sortait pas. Il a demandé le stylo et un papier pour écrire. En essayant seulement d'écrire, il a fait une crise encore et il est mort. Il est mort et en cherchant maintenant la dame là, elle a pris fuite. Elle a pris l'avion et elle est partie. Donc le gars aujourd'hui, il a fait déjà presque 3 ans, 4 ans enterré. Donc vraiment mes amis, le gars, faisons très attention. Faut pas faire confiance aux femmes. Vous allez à l'hôtel, vous allez quelque part, vous faites le truc avec la dame et tout consort. Il faut pas avoir confiance en elle pour vous essuyer et tout. Si tu n'as pas ta mouchoir, en tout cas mon frère, prends ton caleçon, essuie-toi très bien s'il n'y a pas de l'eau, essuie-toi très bien, mets ton truc dans ta poche et puis rentre à la maison et lave ça toi-même. Faut faire confiance à personne. Et même si vous faites le truc et tout, vous prenez et vous utilisez le préservatif, vous jetez dans l'hôtel, dans leur poubelle là. Non mon frère, il faut pas faire confiance. Prends ça, tu mets dans un petit sachet ou soit tu mets tu cherches même un petit papier là, tu plies ça très bien, tu rentres avec ça ou soit tu cherches un endroit là, vous jetez et tout qu'on sort. Il faut pas laisser là-bas parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent. C'est pas donc voilà, c'est un peu ça. C'était juste un petit conseil pour mes amis, pour mes frérots et tout. Donc ça. Ou alors, ne partez pas faire dans les hôtels avec des gens que vous ne connaissez pas. Restez avec vos copines, vos maris, vos femmes. C'est simple. Pourquoi se compliquer la vie à suivre un protocole de oh, faut te nettoyer la queue, et machin, prendre le mouchoir. Mon ami, pour faire quoi? Tu aimes une fille, tu vas vers elle, tu dis voilà, je t'aime, on fait comment, ou tu vois les parents, vous sortez ensemble, tu vois les parents ou vos maris, c'est tout. Il y a quoi? Parce qu'elle vous est partie faire les tours avec les prostituées. Pardon. Donc, du coup, voilà un peu ce qui se passe d'ailleurs. Moi, je n'aurais pas grand chose à dire sur ça. Donc, prochaine. Bon, je suis une jeune Gabonaise. Je vis à Libreville présentement. Il y a quelques années de cela, je vivais à Lambaréné. Je crois en 2014-2015. J'étais encore très jeune quand même. J'avais entre 18 ans et 19 ans. Voilà, à Lambaréné, je vivais là-bas avec ma maman à l'époque. Je vivais avec ma maman et certains de mes frères.
Bon. Je vivais pas la rose, on vivait pas la rose, mais on vivait avec ce qu'on appelle les moyens de bord. Un soir, je suis sortie, j'avais une soirée, on avait prévu faire un truc avec mes amis et tout. Donc le truc se passait du côté de la Carrière, un quartier de Lambaréné. Je suis allée, on a bu, on a mangé et tout. Il était 22h. 22h, j'ai décidé de rentrer. Vu qu'il n'y avait pas de taxi, j'ai commencé à marcher. J'ai 2 de mes amis qui m'ont accompagné pour chercher à avoir un taxi. Je suis arrivée au niveau d'Isaac. Donc on est sorti de la Carrière pour arriver au niveau d'Isaac. J'étais debout, je patientais le taxi. Voilà, il y a une voiture qui s'arrête. Monsieur, bonsoir, vous allez bien? Oui, vous allez où? Bon, je vais du côté de Carrefour de Canadien. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, je peux vous déposer. J'ai dit, ok, d'accord, pourquoi pas. Il m'a pris, ils m'ont emmené. Bon, ils m'ont emmené à un certain niveau, il gare. Il me dit, oh non, écoute, lui, il n'est pas pressé de rentrer. Il voulait qu'on s'asseye quelque part, vu qu'il se sent un peu seul, pour boire un truc et manger un truc. Bon, j'étais encore dans l'esprit de la jeunesse, donc du coup, voilà quoi. 22h, c'est quoi? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, on allait quelque part, on a mangé, on a bu et tout. Il faisait déjà près de minuit par là. Après, moi, j'ai dit, bon, écoute, je vais rentrer. Il a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, allons, je te dépose. Il m'a emmené. Il s'est arrêté à l'entrée de chez moi. Il a fait sortir une enveloppe de 50 000 francs. Il m'a dit ceci. J'ai été ravie. Merci d'avoir partagé un moment de la soirée avec moi. On se revoit demain si ça ne te dérange pas. Et prends ça, tu vas mettre du crédit pour m'appeler et tout. J'ai dit, merci beaucoup. Je suis descendue. Je suis rentrée chez moi. On a commencé à se fréquenter, il faisait le marché en fait. En fait, à chaque fois, il m'appelait, je partais le retrouver chez lui, je faisais le ménage chez lui et tout le tralala, je l'aidais un peu. Bon, on sortait ensemble. Il a une grande maison. Il vivait à l'époque là dans une grande maison, toute blanche. Il y avait des signes bizarres au mur, mais je prêtais pas attention. Maman avait soupçonné parce que à chaque fois je sortais et tout, maman soupçonnait que tu sors machin et tout, attention parce que déjà ma mère c'est une maman, bon elle est partie, elle n'est plus de ce monde, personne, c'est une personne qui visionne beaucoup, donc elle est dans les trucs de spirituel et tout. Donc elle me disait à chaque fois attention, je te vois avec un monsieur. Je te demande de faire attention parce que la personne que tu fréquentes actuellement n'est pas une personne simple. Je disais toujours ok. Elle me disait toujours ton ami là, il est comme ça en fait. C'est pas une personne simple, il est dans les mauvaises choses et tout. En fait, ma maman quand elle dort, elle se réveille, quand elle te dit quelque chose, effectivement c'est ça. Donc du coup je disais ok d'accord, je ferai attention et tout. Après elle m'avait dit mais tiens, pourquoi ton ami que tu fréquentes actuellement, pourquoi il ne vient jamais me voir? Moi, je disais toujours, il n'a pas de temps, il n'a pas assez de temps et tout, le boulot. Donc, lui et moi, même pour se voir, c'était difficile parfois. Alors que, il fuyait ma maman parce que dans son monde du mysticisme, on l'avait déjà montré que ma mère voit beaucoup de choses, elle voit, en fait, il savait. Donc, à chaque fois qu'il venait me déposer à la maison, il n'arrivait pas chez moi de sorte à ce qu'il ne soit pas confronté à ma maman. Donc, pour pas la voir, il disait toujours du genre, il me laisse à l'entrée. Après, il dit, en tout cas, j'aurai le temps, on va passer, je vais passer, je verrai ta maman une autre fois, machin et tout, je dois repartir au boulot, machin, des trucs comme ça. Mais franchement, il me donnait ce que je voulais. Il faisait le marché et tout, souvent il m'appelait comme ça, viens prendre les courses et tout, l'autre là, je montais. Et il n'arrivait, peu importe le nombre de courses. Donc on peut faire, je peux avoir les cartons de nourriture. Il me dit, t'as tes frères à la maison, je te dépose là, ils peuvent sortir là, juste là, te récupérer. Je disais, mais t'es véhiculé, pourquoi à chaque fois quand on fait le marché, tu me laisses toujours là? Oh non, toujours dans la précipitation, non, je dois rentrer, des trucs comme ça. À chaque fois que je partais chez lui, un soir, je suis arrivée chez lui, vers les 19h par là. On s'était couché un peu plus tôt,
je me suis douchée et tout. Lui aussi s'est douché, on était au lit, machin. C'est mon ami, donc on voulait faire l'amour, quoi. À chaque fois qu'on faisait l'amour, en fait, lui, il ne voulait pas qu'on se préserve. Parce que lui, il me disait qu'il voulait un enfant de moi. Il voulait vraiment que lui et moi, on soit sérieux dans la relation. Donc, j'avais accepté, vu que j'avais des sentiments pour lui. Et vu ce qu'il faisait aussi pour moi, je me disais que pourquoi pas. Et il me disait toujours que non, si tu me donnes un enfant, je vais te faire ceci, je vais te faire cela et tout. Voilà, et moi, je me suis lancée dans ça. Pour pas être trop longue, un jour encore, toujours chez lui, quand on faisait l'amour, il me dit qu'à chaque fois que je fais l'amour avec toi, j'ai l'impression qu'il y a un esprit, t'as un esprit qui me repousse. Il me dit qu'il y a une femme qui te protège, bien quand on dort ensemble, il dit qu'il fait des choses, une femme avec un panneau blanc qui me protège et tout. Je dis, mais comment ça? Après, bon, des jours sont passés, il a voyagé, voilà. Il m'avait envoyé le billet, j'étais allée le retrouver à Libreville. Arrivée à Libreville, j'avais aussi ma copine qui était là-bas et tout. Elle était un peu malade. Vu qu'elle était malade, elle allait voir un homme de Dieu. Bon, elle avait vraiment une grave maladie. Donc, elle est allée voir un homme de Dieu et tout. C'était ma copine avec qui je marchais et tout. Donc, elle m'appelle un jour, elle me dit, oh non, est-ce que tu peux venir me trouver au 8? Je lui ai dit, venir te trouver au PK8. Oh oui, j'ai dit, ben non, écoute, je peux pas, j'étais en train de faire la lessive ce jour-là. Oh non, viens vite, s'il te plaît. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui veut te voir. Donc, l'homme de Dieu en question, c'est un voyant. Je suis arrivée là-bas et tout. Et l'homme de Dieu a commencé à prophétiser sur moi. Donc, ça veut dire, pendant que lui prophétisait pour ma copine, il a prophétisé sur moi. Il dit donc, comment dire, bon, en tout cas, il voyait déjà tout ce qui se passait parce qu'il avait dit à ma copine que non, tu marches avec une fille, elle est comme ça, elle s'appelle telle, fais-la venir parce qu'elle est en danger. Quand je suis arrivée, voilà, il a prophétisé sur moi. Tu sors avec un homme comme ça, il est comme ça, il s'appelle Sylvain et tout le tralala. Il est aux eaux et forêts, c'est un grand monsieur. Est-ce que tu sais que c'est un garde de la Rose-Croix? J'ai dit, comment ça? Aussi, c'est un garde de la Rose-Croix et tout. À chaque fois que vous faites l'amour, il te dit qu'il veut te donner un enfant. Donc, je dis, oui, effectivement. En fait, tout ce que le gars me disait, on m'a ressorti ça de là-bas. Et du coup, j'ai cru. Oh non, cet homme-là, il est dans la Rose-Croix où tu es là, tu as le serpent dans le ventre. Ah bon, j'ai le serpent dans le ventre? Oh oui, à chaque fois que vous couchez ensemble, il refuse de se préserver parce que, au fur et à mesure que il te couche, le sperme qui fait rentrer en toi, en fait, il fait rentrer le sperme. En fait, le sperme là, c'est comme on enceinte une femme normalement, quoi, quand tu tombes enceinte et tout. Mais c'est pas l'enfant, c'est le serpent. Il est en train de te projeter le serpent dans le ventre et tout. Au fur et à mesure qu'il va éjaculer en toi, le serpent là va grandir et après il va commencer à te ranger de l'intérieur. Ensuite, normalement, tu dois partir, tu vas mourir. Tu dois mourir. Parce que en ce temps-là, après il m'avait dit, où tu es là, l'esprit de mort te poursuit. Normalement, où tu es là, tu ne devrais plus faire 2 ans. Tu devrais normalement partir parce que le serpent là devrait grandir en toi et tu devrais mourir dans la logique. Tu dois mourir dans la logique. J'ai commencé à pleurer en fait. Et franchement, le jour là, non. C'était un jour bizarre. Le ciel était devenu noir. Il y avait le vent. Pourtant, j'étais arrivée en plein soleil. Même pas 30 minutes que j'avais fait chez ce prophète-là. Le ciel était devenu noir. Les fenêtres, franchement, battaient de gauche à droite. Les portes se refermaient seules. Il me dit, actuellement, je suis en train de parler avec toi. Il faut savoir que l'esprit de Tongar est dans la maison. J'ai dit, comment ça? L'esprit de Tongar est ici, machin et tout. Ils ont commencé à prier, tout le tralala. Ils ont commencé à prier. Il m'a dit ceci. Je vais m'occuper de toi, je vais te traiter, je vais te soigner et tout. J'ai fait 1 semaine. Donc ça veut dire que quand je suis arrivée chez le prophète là, je ne suis plus repartie chez moi. Il fallait que je me traite sur place. Donc on a acheté des trucs. En fait, il y avait des trucs à acheter et tout pour faire mon travail et tout. J'ai commencé à vomir.
J'avais maintenant les boutons qui sortaient en fait, mon ventre, mon dos. Il y avait des boutons, des petits boutons, des petits boutons. Il m'avait dit ceci, tu vas faire l'aisselle et ton aisselle sera de couleur orange. Effectivement, mon aisselle c'était de couleur orange en fait. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, quand je partais aux toilettes, les selles qui sortaient, franchement, je ne sais pas, je ne comprenais pas. C'est comme si j'avais mangé quelque chose de pourri et puis ça avait une odeur vraiment nauséabonde en fait. Il m'avait dit ceci, quand tu finis le traitement, quand tu vas recomposer son numéro ne va plus passer, des trucs comme ça et tout. Je dormais avec, déjà, pour commencer, bien avant même que je ne... oui, quand j'ai commencé le traitement et tout, on m'a donné un truc, je dormais avec la bougie sous l'oreiller. Donc du coup, quand je fermais mes yeux, je rêvais, dans mes rêves, pendant une affaire peut-être de 3 jours successifs, je rêvais que mon Sylvain en question, il me poursuivait dans les rêves pour me tuer. Il me poursuivait dans les rêves. Donc il me poursuivait, on est là, en fait, il me poursuit quoi. Comme quelqu'un poursuit une personne en fait. Comme quelqu'un te pourchasse. Il me poursuivait dans les rêves, il me poursuivait pour me faire du mal. Quand j'ai fini le traitement, je rappelle Sylvain, son numéro ne passait plus. Et le prophète m'avait déjà dit, il m'avait déjà averti que quand tu vas finir ton traitement, ton numéro ne va plus passer. Son numéro ne va plus passer. Et apparemment, ça ne passait plus. Quand je tentais parfois de l'appeler avec un autre numéro, le numéro de quelqu'un d'autre, il m'avait déjà bloqué en fait. Quand je l'appelais avec le numéro de quelqu'un d'autre, quand je dis mon prénom, il raccroche. Il raccroche à chaque fois. Donc c'est juste pour dire, juste faire passer un message à toute la population, à tous les jeunes en fait, à tous les jeunes, de faire très attention parce que franchement le diable est vraiment debout. Il est là sous plusieurs formes en fait. Plusieurs formes. Tu vas te dire que là tu as trouvé quelqu'un et tout, pourtant la personne me faisait du bien, il me mettait bien et tout, il me donnait ce que je voulais, mais apparemment voilà quoi, donc il voulait me tuer, voilà pourquoi il me mettait à l'aise. C'est pour demander de faire attention, le dehors est vraiment très dangereux, de pas accepter de se faire miroiter par voilà quoi, par l'argent et consorts et tout. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. On va prendre une autre histoire. Bonjour mon frère. Comme j'étais en train de t'expliquer, j'ai vécu une histoire. J'étais encore taximan, ça fait aujourd'hui, je crois, 17 ans. Je travaillais dans la nuit. J'ai rencontré une fille qui s'appelait Nanou le feu sort. C'était une prostituée. Donc, je l'avais rencontrée au niveau de la montée en rouge. Elle m'avait stoppé qu'à un dépôt, qu'elle allait avant Simalène. Je ne crois pas si on appelle là-bas Borne 12. Mais comme la zone là, à Oudja, c'était encore en brousse. Les gens avaient conçu des maisons, mais ce n'était pas comme c'est aujourd'hui. J'ai pris la fille. Arrivée, elle en descendant maintenant de la descente, elle me demande si elle pouvait me demander une fois. Je dis quoi? Elle me dit qu'elle veut s'arrêter à l'avenue Kennedy pour acheter sa cigarette. C'était quoi le chanvre indien? J'ai garé, elle a acheté la cigarette. On a continué. Arrivé à Moussamondongo en bas, il y avait soit une console devant. Elle m'a demandé que, puisqu'elle n'a pas de carte, qu'on faufile un peu dans le quartier. J'ai dit, moi je connais pour quartier. Elle me dit, non, elle connaît comment on va faufiler, on va ressortir devant. Je suis entré dans le quartier avec elle. Nous sommes sortis devant. Arrivé d'où elle partait, au goudron, elle me demande d'entrer. Quelque part, il y avait un arrêt bus là-bas. Nous sommes entrés, nous avons pris une route du quartier, nous sommes entrés là-bas. À un niveau, je me suis retrouvé, c'est comme si j'étais déjà en bourse. Je n'ai pas vu de maison, j'ai garé dans un petit stade. Elle me dit, ok, c'est ici, elle est arrivée. Après, elle me dit, elle peut me demander une faveur. J'ai dit quoi, ma soeur? Elle me dit qu'elle veut faire l'amour. J'ai dit, hey, dans l'histoire que les gens racontent que dans la nuit on porte souvent les fantômes, moi j'ai porté aujourd'hui une fantôme. J'ai dit dans la première réaction qui venait en tête, j'ai dit, mais même si j'ai déjà porté la fantôme, même si je refuse, elle va toujours me tuer. Et si j'accepte, je ne sais pas ce qui va m'arriver. J'ai accepté, j'ai demandé, bon, ma soeur, tu demandes qu'on fasse l'amour, on n'a pas de capote. Elle me dit, on va faire comme ça.
Je fais comme ça avec elle. J'étais obligé, je tremblais. Parce que depuis l'enfant, j'ai quand même un gros cœur. J'ai fait l'amour avec elle. Elle m'a donné mes 2500. À ma grande surprise, en rentrant dans le taxi, quand tu as beaucoup travaillé, qu'il y a le travail, tu travailles peut-être 20 000, 25 000 francs. Mais ce jour-là, le travail était dur. Je me suis retrouvé à faire dépôt sur dépôt. Je faisais les dépôts avec les gens dans la voiture. Quelqu'un me dit dépôt, je porte encore une autre personne. Voilà comment ça commence. Je fais d'abord 2 dépôts. L'autre pour une vanne. Quand j'ai déposé l'autre dépôt en vanne, il y avait un bus qui tournait. Le chauffeur du bus a demandé qu'on stoppe mon taxi. On a stoppé mon taxi. Il est descendu, il me dit qu'il est en train de partir à Kak. Qu'il avait un deuil là-bas. On part et on revient. Je jure, ce que j'avais demandé au monsieur, il m'avait donné. Nous sommes allés. Et c'est comme ça que toute la nuit, j'ai fait dépôt sur dépôt. Le matin, je me suis trouvé à plus de 50, quelque chose de 1000. J'ai trouvé ça comme un miracle. C'était un jour qui n'avait pas souvent de travail. Le mardi, vraiment dans la nuit, il n'y a pas souvent de travail, parce que les gens ne sortent pas, ils sont fatigués. J'étais content. Je n'ai pas eu ça en idée que ça pouvait être une revenante. Un jour encore, je suis en train de travailler. La même fille, je passe maintenant, c'est moi qui passe, elle est placée à la montagne rouge, toujours d'où les prostituées sont placées. Je la reconnais, je la remarque, je m'arrête, je klaxonne. Elle vient, je dis, oh, c'est le taxi. Elle dit, hey, comment? Je dis, bien, elle dit, on part. J'ai dit oui. Quand elle vient, elle ouvre la portière, elle entre. Elle me dit, aujourd'hui, elle ne me paye plus comme elle m'a payé hier. L'autre jour, elle va me donner maintenant 1500 francs. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Après, quand nous sommes en train de partir, je lui dis, mais le jour là qu'on était ensemble, j'ai beaucoup travaillé, hein, tu as une chance. Elle me dit, donc, entre toi et moi, le feu sort. Son nom, c'était Nanou. Elle avait un nom, comme j'ai expliqué là au début. Elle me dit, donc, entre toi et moi, le feu sort. J'ai dit oui. Je vais encore lui déposer. Arrivé maintenant, quand je lui dépose maintenant, elle me dit encore, on fait l'amour. Je n'avais plus peur. J'ai dit non. J'ai dit, si on fait l'amour aujourd'hui, avec les capotes. Elle dit, elle n'a pas de capote. Je dis non, c'est que moi, elle veut partir. Après, elle sort. Elle fouille, dit, attends, je fous le sac. Elle fout le sac, elle sort une capote. On s'amuse. Même chose encore, je rentre encore, je travaille. Même chose. J'ai encore beaucoup de chance. Je me suis dit, soit peut-être celle-ci ici m'a donné le VH ici là, ou bien je ne sais pas, je vais aller là-bas un peu, essayer un peu de voir. Je tournais toujours. Une autre fois encore, je passe encore un jour, je la rencontre encore. Je garde le véhicule. On cause, après elle me dit non, pas, après tu viens me chercher. Je suis allé maintenant, je suis revenu, je faisais maintenant le tour dans la zone là. Quand je reviens maintenant, on arrive au même endroit où je la dépose souvent. Je lui demande, mais chaque fois que je viens te déposer ici là, c'est comme la brousse. La maison est où ici? Elle me dit, tu veux voir le chez moi? J'ai dit oui. Elle dit, bloque les portières. Je bloque les portières. J'entre avec elle. On prend un couloir. Directement, je me retrouve. On sort déjà devant un immeuble. On monte, on ouvre la porte, il y a un gardien. On monte à son appartement. J'arrive. Elle me raconte son histoire qu'elle est mariée. Son mari est blanc et pétrolier. Et qu'elle a rencontré son mari dans la prostitution. Donc, quand il voyage, il rentre en Europe. Elle me montre une photo, elle est là avec un homme blanc. Que quand son mari voyage, elle ne peut pas rester à la maison seule. Elle sort souvent pour aller se distraire, puisqu'elle fumait sa drogue. Elle allait aussi s'amuser. Et que voilà, chez elle. Une belle maison. Après, il fallait entrer c'était un appartement. On a un peu causé, nous sommes encore descendus, je suis rentré le jour là. Elle m'a donné plusieurs rendez-vous en journée, parce que je lui ai demandé souvent si je peux venir la voir en journée. Elle me donne les rendez-vous. Après, j'oublie. Je me retrouve que c'est hier le soir. Je ne pars plus. Ou bien le corps pèse. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais rencontré cette femme. Ah, mais dis donc, c'est encore quel genre de truc? On dit histoire mystique, vous rappelez les messages, vous racontez vos ébats sexuels, c'est quoi? Les gens sont même comme ça, non, mon frère. On a dit histoire mystique. Quand vous envoyez l'histoire sur le WhatsApp, là, pardon, pas les trucs que vous envoyez pour raconter comment vous avez rencontré une prostituée. Ça ne nous concerne pas. Hein? Il y a d'autres qui racontent les histoires sur la maltraitance d'enfants. C'est vrai, ça fait mal au cœur, mais ce n'est pas la page pour raconter les histoires sur le. Hein? Il y a des pages pour ça. Ici, là, c'est histoire mystique. Ce n'est pas spirituel, laissez. Ce n'est pas un cas spirituel, laisse. Ta rencontre amoureuse avec ton chat, ça ne nous concerne pas. Comment?
Tu le perds 4 minutes comme ça là pour juste pour nous regarder comment tu as couché avec une prostituée. Bref, ça ce sont les histoires qu'on envoie sur WhatsApp. S'il vous plaît, le numéro qui est là, c'est pour envoyer des histoires mystiques. Et quand vous envoyez votre histoire, réécoutez, que l'audio soit de bonne qualité. Les trucs où les voitures passent dans les audios là, pardon, ne nous cassez pas les tympans avec les audios là. On ne va pas réussir à écouter votre histoire. Donc assurez-vous que la qualité de l'audio soit bonne, le volume soit bon. Et voilà. Merci beaucoup pour ceux qui participent, ceux qui like. Vraiment, l'histoire c'est la chop. C'est quoi ça? On a perdu comme ça là. C'est quand même 6 minutes pour écouter comment quelqu'un lui il est gognaz. On a de 2500. Ha! Les gens sont faux ici dehors. Ah, monsieur, bonsoir. Vraiment, j'ai une histoire que j'ai vécue. Je vais vous raconter ça aussi. Je sais pas. Au fait, c'était en 2016-2017. J'étais à Abidjan là-bas. Je vivais dans une cour commune. On avait une douche en commun. C'est comme ça, les cours communes des quartiers précaires, là, les potes se regardent. C'est comme ça, faire les 16 heures comme ça, je suis parti me doucher. Et quand je partais me doucher, il y avait des gens devant ma porte. Il y avait des voisins qui étaient là aussi, qui m'attendaient. Si moi je sors, elle va rentrer dans la douche pour se doucher. J'étais dans la douche, j'avais un bébé de 2 mois qui était couché dans la maison. Je l'ai laissé toute seule et aller me doucher. Maintenant, je me suis lavé. Quand j'ai fini de me doucher, j'étais là maintenant. J'ai pris la serviette pour m'essuyer et je soulève ma tête. Parce que dans la douche, quand tu es là-bas, tu vois dehors. Je soulève ma tête. Je vois une femme qui sort de la maison, de notre maison où le bébé est couché. Maintenant, j'ai vu la femme, je l'ai vue du dos. Je n'ai pas vu son visage. Et elle traversait les gens qui étaient assis là. Elle les a traversés pour sortir. Mais quand elle rentrait, je ne l'ai pas vue, mais je l'ai vue quand elle sortait. En même temps, je me suis précipité. J'ai dit, mon bébé est couché seul dans la maison là-bas. Qui est rentré derrière lui encore? Je viens maintenant, je demande à ceux qui étaient assis devant la porte, c'est quelle femme qui est sortie de la porte de suite là. Eux-mêmes, ils répondaient qu'eux n'ont pas vu quelqu'un sortir. Je dis, mais j'ai vu une femme qui est sortie. Elle a porté un habit noir, elle a attaché foulard noir sur la tête et puis elle a attaché un morceau de pain. Maintenant, je l'ai vu. Vous me dites que vous n'avez pas vu la femme. Il y avait un monsieur plus une femme qui était comme les portes faisaient face. La fille m'a dit que non, elle n'a pas vu une femme sortir de notre maison. Le monsieur aussi, qui était arrêté même devant la porte aussi, dit non, il n'a pas vu femme la dépasser. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Moi, j'ai vu la femme vis-à-vis, vous dites que vous n'avez pas vu la femme. Donc, j'ai eu peur un peu. Après, c'était en soirée, maintenant, ma grande soeur est venue du travail, je l'ai expliqué, et voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Les gens étaient assis devant la porte, moi je voyais la femme qui traversait les gens là, sortir, mais eux ils m'ont dit qu'ils n'ont pas vu la femme là. Maintenant j'étais là, ma grande soeur dit que, ça c'est quoi ça encore? Ça c'est les esprits de moi, ou bien c'est quoi? J'ai dit, j'ai vu, la scène s'est passée dimanche soir comme ça. On était là lundi, mardi. Jusqu'à lundi, mardi, mercredi, je vois mon nouveau-né là, il chauffe. Il a commencé à chauffer. Jeudi, il y a une maman qui m'a dit que comme moi c'était mon premier enfant, je ne sais pas quand bébé chauffe là, moi je ne connais pas. Maintenant, il y a une maman qui m'a dit que ton enfant là chauffe. Quand elle a vu ça, maintenant, jeudi, vendredi, j'envoie l'enfant à l'hôpital. Samedi, on m'a prescrit les médicaments, j'ai acheté. J'ai dit, dimanche, mon enfant là est mort. Je n'ai rien compris dedans. J'étais là même, je n'arrivais plus à comprendre. Bon, la femme est venue dans la maison dimanche, mercredi, l'enfant est tombé malade. Dimanche, il est mort. Donc, tellement ça m'a dépassé, mais même jusqu'à présent, je n'ai pas vu la femme qui est rentrée dedans. Je n'ai pas aussi demandé chez les marabouts pour dire que voilà ce qui m'est arrivé. Bon, jusqu'à présent, je n'ai rien compris dedans. Voilà un peu mon histoire que je voulais vous expliquer. Ce qui m'est arrivé. Vraiment. Ça, c'est terrible, hein. Perdre un enfant comme ça, là, vraiment. Ouais.
C'est dans des pareils moments où je te pose beaucoup de questions. Hein. Parce que c'est à ce moment-là que ta foi est vraiment remise en question. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Ou laisser comment un enfant comme ça et tout. Il y a des questions qui vont venir. Faire un enfant, c'est pas facile, c'est pas du bonbon. Hein. Ça va te mettre dans un état de doute. Tu vas douter de tout le monde. C'est-à-dire que même de ton créateur, tu vas douter de tout le monde. C'est pas possible. Je ne souhaite ça à personne en tout cas. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Chaque jour, il y aura des séances comme celle-ci. On va écouter des histoires, peut-être 10, 15. Et puis on va poster sur la page YouTube et sur la page Facebook. Vu que TikTok ne prend que des courtes vidéos. Sinon, continuez à envoyer vos histoires et sachez que même si c'est après un mois, vos histoires vont être publiées, il n'y a pas de problème. Hein? Envoyez simplement les histoires. On va publier ça au fur et à mesure. Donc à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Partagez. Ça peut aider quelqu'un. Hein? Partagez à vos proches, vos petites soeurs là qui sont un peu agitées là, vos petits frères là qui font. Faites-les visionner cette vidéo, c'est là parce qu'à un moment donné, il y aura sur 10 enfants, il y aura au moins 3 ou 4 qui vont dire mais.